Merci de vous arrêter à Station Europe, deuxième numéro de ce magazine qui vous concerne en tant que Bruxellois et Européens. Et on va revenir aujourd'hui sur la manière dont Bruxelles s'est imposée il y a 60 ans comme capitale européenne. Et on va se demander pourquoi, au fil du temps, la mayonnaise entre l'Europe et le citoyen a toujours un petit peu de mal à prendre. Nos invités, un écrivain bruxellois qui aime la gueuse grenadine et une jeune députée européenne roumaine qui n'aime pas les pots de vin. Bienvenue sur le plateau du Parlement européen à Bruxelles. Et d'abord, je vous présente Alain Berenbaum. Merci d'être avec nous. Vous êtes avocat, grand spécialiste du droit d'auteur. Vous êtes également chroniqueur au journal Le Soir et puis écrivain, auteur de polars. Le dernier, c'est Expo 58, l'espion perd la boule. Et votre héros est un détective privé qui aime la gueuse grenadine, boisson typiquement bruxelloise. Un amour de la gueuse que vous partagez avec votre héros? Plus ou moins, en tout cas quand le livre est terminé. Pendant l'écriture, c'est un peu compliqué. La gueuse grenadine monte rapidement à la tête. Alors, la gueuse grenadine, c'est un peu à l'image de la Belgique, une espèce de mélange improbable. Et contre nature, oui, c'est ça. C'est entre une boisson très amère, c'est une bière très amère, la gueuse, et bien sûr le sucre, qui est le sirop. Et ça, c'est la Belgique résumée en un verre. Et que vous aimez. Et que j'aime. Alors, Expo 58, l'espion perd la boule. Pourquoi cette période et cette exposition universelle à Bruxelles vous fascine tant au point que vous en avez fait le décor d'un roman? Oui, et l'Expo 58 dans ce livre, c'est vrai que pratiquement c'est un des personnages clés du roman. C'est un moment charnière pour la Belgique et je dirais pour l'Europe. 1958, c'est bien sûr le traité de Rome. L'entrée en vigueur du traité de Rome. Et pour Bruxelles, c'est une transformation majeure. Bruxelles, qui est une petite ville de province sympathique et bourgeoise, brusquement se veut, a l'ambition d'être une capitale européenne. Et elle gonfle, et elle gonfle, et elle gonfle. Ça se voit dans l'urbanisme. Et ça se voit justement dans l'urbanisme parce que 1958, c'est le début de ce qu'on a appelé à Bruxelles les grands travaux, mettez des guillemets, des grands G et des grands T, parce que Bruxelles a été à ce moment-là totalement défigurée, à la fois par la création d'autoroutes urbaines et puis la construction magique de tours qui ont poussé comme des champignons. Et donc le Bruxelles, qui était une ville bourgeoise traditionnelle avec des maisons à 3 étages, devient une ville de tours qui est au fond déjà une préfiguration de ce à quoi ressemblent les institutions européennes aujourd'hui. Et avec cette expo, Bruxelles devient le centre du monde et de l'Europe. Oui, l'Expo 58 est la première exposition universelle depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, c'est la première fois depuis la guerre que les gens du monde peuvent se retrouver en un seul endroit, passant ainsi du pavillon de la Russie au pavillon des États-Unis, en passant par le Congo. Mais c'est là que Bruxelles s'impose comme capitale de l'Europe? Oui, en quelque sorte, on sait bien que Bruxelles est devenue capitale de l'Europe par défaut. C'est parce qu'aucune des grandes puissances ne tenait évidemment à favoriser sa voisine ou sa concurrente. Donc, il restait, en plus c'est l'Europe des 6, il ne faut pas oublier ça. Il n'y a que 6 États à l'époque dans le marché commun. Et donc, Bruxelles, c'est le plus petit commun dénominateur. Et au fond, Bruxelles et la Belgique ont souvent joué ce rôle-là, à la fois de facilitateur et à la fois de petit dénominateur. Que diraient les pères fondateurs de l'Europe, les Jean Monnet, les Paul-Henri Spaak, les Robert Schuman, s'ils voyaient ce qu'on a fait de leurs rêves? Vous qui êtes romancier, vous pourriez imaginer. Oui, on peut faire une uchronie avec le réveil de Paul-Henri Spaak, en effet, ou de Schuman. Je pense que ce qui les comblerait, évidemment, c'est la création de la monnaie unique. L'euro, c'est, au fond, la célébration de leurs rêves, quand on parle sur le plan monétaire. En même temps, ils verront sans doute la limite de leurs propres ambitions, parce
Qu'est-ce qu'ils ont voulu construire? On est dans l'immédiate après-guerre, l'Europe est dévastée, et elle doit donc se reconstruire le plus rapidement possible. On construit donc une Europe économique. Et c'est sans doute à la fois l'ambition des pères fondateurs, mais c'est leur limite de nous avoir proposé une Europe du commerce plutôt qu'une Europe de la culture. Alors, Alain Berenbaum, à côté de vous, il y a une gueuse grenadine, boisson fétiche de votre héros, mais Il me regarde gentiment d'ailleurs. Hein. Il y a également 2 enveloppes avec la bonne question et la mauvaise question. Vous prenez laquelle? La mauvaise, évidemment. La mauvaise, alors vous la prenez et vous la lisez à haute voix. Suspense, n'ayez pas trop peur quand même. Le détective Michel Vanloo est-il pro-européen ou eurosceptique? Oui, le détective Michel Vanloo est évidemment un homme qui a il a 40 ans en 1958. Donc, il naît avec une culture pré-européenne, je dirais. Et Bruxelles, Michel Vanloo, c'est le type même du bruxellois. Qu'est-ce que c'est qu'un bruxellois? C'est ce qu'on appelle en bruxellois un zinneke, c'est-à-dire un bâtard. Le chien bâtard, on appelle ça à Bruxelles le zinneke. C'est un mélange de toutes les influences possibles et imaginables, parce que Bruxelles a été le creuset à la fois de la culture française et flamande, mais aussi de toutes les cultures des pays qui ont envahi la Belgique, l'Espagne, l'Autriche, l'Allemagne, la France, et les immigrés qui déjà étaient venus en masse en 1958. L'immigration italienne est à son sommet, l'immigration polonaise est là aussi, je le sais, mon père était de l'immigration polonaise, et l'immigration arabe va suivre bientôt, et congolaise après l'indépendance. Et donc, je pense que Vanloo est avant tout un cosmopolite. Il ne se définit pas en termes européens, mais plutôt en termes de citoyen du monde, ce qui est très typique de Bruxelles. On est bruxellois et citoyen du monde. Alors, on va accueillir maintenant quelqu'un qui est une véritable adepte de l'Europe. C'est Clotilde Armand, jeune députée européenne roumaine. Elle est en fait d'origine française et elle est devenue roumaine. Clotilde Armand, bonjour. Merci d'être avec nous. Si vous aimez les polars, il faut lire Alain Berenbaum. Oui, oui. Vous êtes d'abord une chef d'entreprise, une femme d'affaires. Vous avez été élue députée européenne il y a 6 mois sur une liste citoyenne, une liste anti-corruption, on y reviendra. Mais pour commencer, j'ai envie de vous demander, ça se passe comment la vie d'une députée européenne roumaine ici à Bruxelles? Quand on travaille dans ce Parlement européen, est-ce qu'on n'est pas un petit peu dans une bulle en dehors du monde? Alors, moi je ne suis pas une eurocrate, je ne suis pas une diplomate, je suis une démocrate, je suis une élue. Et il est très important pour moi, puisque je viens d'un parti citoyen, de rester très proche de mon territoire, de la Roumanie, de Bucarest. Je voyage aussi un peu dans l'Europe de l'Est. Mais mon objectif, c'est de faire en sorte que l'Europe de l'Est et la Roumanie, qui a une si mauvaise image, soit mieux connue, mieux comprise. Donc mon objectif est ici, lorsque je suis dans ce Parlement, de faire mieux connaître ces pays-là, de faire mieux connaître la Roumanie, d'expliquer. Il y a une, on dit quelquefois qu'il y a une rupture entre les eurodéputés et les citoyens. En fait, moi, c'est pas cette rupture-là que je vois. Parce que moi, je suis très proche de mes citoyens. Parce que hier, j'étais encore une citoyenne dans la rue, et je le suis toujours. Je connais bien mes citoyens, je vais de porte en porte. Non, pour moi, la rupture, elle est d'une autre nature. C'est entre une certaine Europe de l'Est et puis les Européens de l'Ouest. Et c'est ça mon rôle. Ici, quand je suis à Bruxelles, c'est de passer mon temps à parler, à dialoguer avec nos partenaires, en fait, les autres députés européens, avec les eurocrates, avec les diplomates, pour faire mieux connaître une certaine Europe qui est méconnue. Et pour moi, elle est là, la rupture. Mais cela dit, ici, au niveau de la vie quotidienne, vous vous promenez à Bruxelles, vous avez des contacts avec les habitants, vous faites vos courses. Alors concrètement, j'arrive
ou le dimanche soir ou le lundi. Je passe 3 jours ici, 3 jours et demi, quelquefois 4. Et puis le reste du temps, je suis à Bucarest, je suis en Roumanie, je vallonne mon territoire. Je me promène à Bruxelles lorsque j'invite. Et je le fais une fois par mois. Donc, une fois par mois, j'ai une délégation de jeunes Roumains. En général, je prends des lycéens qui ont 18 ans, qui sont heureux de découvrir le Parlement, mais aussi et surtout, finalement, Bruxelles. Ils voient les mêmes bâtiments art déco qu'on a dans certaines villes de Roumanie. Ils découvrent l'architecture. Ils sont tellement heureux. Et donc, moi, je rencontre Bruxelles à travers les yeux de mes invités. Alain Berenbaum, si vous aviez un endroit à faire découvrir à Clotilde, ce serait lequel? Deux. Deux? Je peux en avoir deux? Allez-y. Le premier, c'est la Cinémathèque royale de Belgique. Nous avons une cinémathèque qui est la plus riche d'Europe et peut-être du monde. Pourquoi? Parce que c'est la cinémathèque qui a la plus grande collection d'archives, donc de mémoire, du cinéma mondial, de films différents. La plupart des cinémathèques ont la mémoire de leur pays. C'est vrai. La Belgique, comme elle a un petit cinéma, elle a une collection de films. Donc il y a des films du roumains. monde entier. Pardon? Il y a des films roumains. Ah, bien sûr. Et il y a d'autant plus des films roumains qu'on est en pleine rétrospective du cinéma roumain, puisque c'est Europalia Roumanie pour l'instant à Bruxelles. Et donc, tout le mois de janvier encore, j'invite Clotilde le soir à aller à la Cinémathèque pour voir des films roumains classiques ou contemporains. Et ça, c'est un premier endroit. Et le deuxième, c'est un endroit qui est en train de se faire et qui est justement le contraire sur le plan architectural de ce qui se passe à la Commission européenne et de la fabrication architecturale de l'Europe. C'est la Fondation Canal qui, avec Beaubourg, prépare un musée d'art contemporain absolument magnifique. C'est un geste architectural qui se trouve le long du canal. On va faire quand même un petit test, Clotilde Darmand, pour voir si vous êtes bien intégrée à Bruxelles. La gueuse grenadine, vous connaissiez ou pas? Vous découvrez. J'ose pas reconnaître, mais c'est de la bière, n'est-ce pas? C'est de la bière avec de la grenadine. Moi, je viens... Vous savez, il y a la culture de la bière et la culture du vin. Oui. Et moi, je viens de 2 pays, le pays de mon enfance, la France, et mon pays d'adoption que j'ai choisi, la Roumanie, qui sont 2 cultures du vin. Oui. Alors, bien sûr, ici, on est un peu dans la culture de la bière, donc je sais m'adapter, mais c'est vrai que je ne connais pas. Alors, on parlait du fossé entre les citoyens et l'Europe. On a l'impression parfois que la Roumanie est un pays à part, parce que les Roumains sont très pro-européens. C'est vrai. Les Roumains, par leur histoire, ils ont toujours eu la sensation d'être un petit peu les gardiens de l'Europe, avec les différents empires qui étaient là aux portes de l'Europe. Et ils sont profondément europhiles. Ce qui est dommage, c'est que cet amour pour l'Europe, souvent, leur est mal rendu. Et comme je vous le disais, mon rôle ici, c'est de mieux faire connaître les problématiques de l'Europe de l'Est et de combattre une mauvaise image qui n'est pas méritée. On va y venir, mais on a parfois l'impression que les citoyens roumains sont davantage confiants dans l'Europe que dans leurs propres dirigeants nationaux. De leur propre classe politique. Ces 2 dernières années, on a vu beaucoup de Roumains, de citoyens descendre dans la rue avec des drapeaux européens à la main pour protester contre le gouvernement socialiste, soupçonné, et le mot est faible, de corruption, gouvernement qui a fini par tomber. Les Roumains apprécient, les citoyens roumains souhaitent que ces valeurs, et pour eux ce sont les valeurs européennes, soient les nouvelles valeurs les valeurs de leur classe politique. Et en effet, c'est vrai que la classe politique roumaine jusqu'à présent est restée fondamentalement issue de l'ancien système communiste qui est vu comme anti-européen. Donc l'Europe, c'est la source d'inspiration, c'est la source d'espoir, c'est ce auquel on aspire. Ce sont des gens qui sont prêts à se sacrifier pour que leurs enfants aient une vie meilleure. Et ils sont passés à travers des réformes extraordinaires, des réformes très difficiles. Quand tout d'un coup votre économie s'effondre, quand tout d'un coup votre État ne peut plus payer ni les retraites ni rien du tout, et que les gens se retroussent les manches et se disent on va traverser cette crise parce que nos enfants, eux, vont avoir une vie meilleure en Europe. Et les gens
les gens ont montré cette faculté à pouvoir faire ça. Et l'Europe a beaucoup à apprendre des pays de l'Est. Mais vous le disiez, on a parfois à l'Ouest une image négative des pays de l'Est, comme la Roumanie, qu'on présente parfois comme un pays de profiteurs. Et ça, c'est quelque chose qui vous agace. Est-ce que la Roumanie abuse des aides européennes? C'est faux, c'est faux. Voyez, regardez, je suis habitante de Bucarest. Donc j'habite à Bucarest. Je paye ma facture de gaz à Engie, je paye ma facture d'eau à Veolia, je paye ma facture d'électricité à Enel, je fais mes courses chez Carrefour, ma banque et la Société Générale. C'est-à-dire que toute l'économie roumaine, toute, la moitié en fait, a été préemptée par des sociétés plus performantes. Donc vous êtes presque dépossédé. Alors, vous savez ce qui s'est passé quand on a adhéré, quand la Roumanie, la Bulgarie, l'Europe de l'Est, parce que c'est la même histoire dans toute l'Europe de l'Est, quand elle a adhéré au marché unique, le marché unique, il est bien, il y a la libre circulation, mais il est très avantageux pour ceux qui exportent, il est très avantageux pour ceux qui ont des capitaux à investir, parce qu'ils les investissent avec un bon retour sur investissement. Et quand on regarde l'image, c'est vrai que la Roumanie, comme l'Europe de l'Est, a pu grandir, mais les autres pays occidentaux, eux, ont bénéficié énormément de pouvoir exporter, de pouvoir investir avec un très bon retour sur investissement. Et si on regarde les flux macro, les flux d'argent, c'est vrai qu'il y a de l'argent public du budget européen, il y a un petit peu plus qui va vers les pays de l'Est. Mais si on regarde les flux d'argent privés, le flux d'argent, les profits sur les exports, les profits sur les capitaux, il y a beaucoup plus d'argent qui va dans l'autre sens. Et donc si vous on fait renversez un peu l'ordre des choses, c'est l'Ouest qui profite de l'Est et pas l'inverse. L'argent va de l'Est vers l'Ouest. Ouais. Beaucoup plus que l'inverse. Ça vous inspire une réflexion, Alain ? Oui, ce genre de cliché, on le connaît bien en Belgique. C'est le cliché qui est entretenu par les nationalistes flamands qui considèrent aussi que la population de Flandre, c'est des travailleurs dont la grande partie de leurs économies va pour soulager les Wallons chômeurs et nonchalants. C'est la même idée d'ailleurs en Italie, hein, entre le nord et le sud de l'Italie, le Mezzogiorno qui est censé aussi être entretenu par les vaillants travailleurs de Milan et de Gênes. Donc cette image est une image déjà nationale et alors forcément il est facile de l'exporter dans l'ensemble de l'Europe. Clotilde Armand, on a un petit cadeau pour vous. Pas seulement la bière. Pas seulement la bière. Voici. Est-ce que vous pouvez l'ouvrir ? Mais écoutez, merci bien, c'est la période des cadeaux. C'est la période des cadeaux. Attendez, vous n'avez pas encore vu ce dont il s'agissait, mais ça va vous rappeler peut-être quelque chose, parce que comme vous le disiez, vous êtes d'origine française. Et voici quelque chose qui va vous rappeler ce pays d'origine, à savoir un camembert. Mon odorat ne m'avait pas trompé. Est-ce que vous regrettez parfois d'avoir quitté la France pour la Roumanie ? Quelle mouche vous a piqué ? On a toujours le jardin secret de son enfance, mais j'aime mon nouveau pays, mon pays d'adoption. C'est un pays très attachant, on a beaucoup de choses à apprendre des familles, des personnes, des individus de l'Europe de l'Est. C'est un pays qui a besoin de se battre et qui se bat. Les gens sont prêts à faire de grands sacrifices. Donc, je dis ça, c'est un petit clin d'œil que je fais aux Français qui, d'ailleurs parlant de fromage, on disait que c'est le général de Gaulle qui disait il est très difficile de réformer un pays qui a 253 fromages. Mais alors, parlant de la Roumanie, figurez-vous, chaque ferme, parce que les Roumains sont très ruraux, c'est encore un pays où il y a ce circuit court entre le producteur et le consommateur. Les gens ont tous encore leur grand-mère, leurs grands-parents à la campagne qui produit les produits de la ferme. Et bien là, chaque ferme, chaque maison, dit-on en Roumanie, chaque maison a son propre fromage et le fromage de la maison d'à côté ne ressemble pas. Donc c'est aussi difficile de réformer
de réformer le pays. Alors vous avez quitté la France pour la Roumanie, mais beaucoup de Roumains, eux, vont plutôt à l'ouest, en France, en Belgique. Rien qu'en Belgique, il y a 100 000 Roumains, 40 000 à Bruxelles. Vous vous dites, c'est bien, ça prouve que la circulation des travailleurs, des citoyens en Europe, ça marche bien. Ou vous dites, attention, ça veut dire que mon pays, la Roumanie, est en train de se vider. Ah, c'est un drame. C'est un drame. La politique, en tant que politicienne, je suis maintenant, depuis 6 mois, je suis une femme politique plein temps de ce parti que nous avons créé il y a 3 ans et qui est maintenant un parti citoyen de personnes du privé qui vont dans le public et qui voulons redresser notre pays. Un de nos objectifs, c'est de faire revenir cette diaspora. Parce que vous voyez, je vous donne un exemple. Il y a entre 10 et 20 000 médecins roumains qui ont quitté le pays. On a besoin de ces médecins. Et puis ces médecins, ce sont des gens dans lesquels on a investi 25 ans. 25 ans, on a payé les études et ils ont un très bon niveau, ils sont très appréciés. C'est des gens qui savent se débrouiller avec peu et faire une certaine médecine. Des gens qui savent être proches des gens parce que... Mais à cause de quoi alors Alors pourquoi est-ce qu'ils viennent? Ils viennent parce qu'ils veulent un meilleur avenir pour leurs enfants. Donc c'est difficile pour eux, c'est un véritable arrachement. Il y a une forte solidarité en Roumanie entre les gens. Les gens sont très affectifs, dans l'affectif, dans l'émotionnel. Et quand ils arrivent dans un pays un peu du Nord, comme la Belgique, où tout d'un coup ils se sentent dans un pays froid. Et donc ils souffrent. À chaque fois, ils me disent, les Roumains, à chaque fois qu'on a besoin, on essaye de se faire des amis. C'est des gens très affectueux. À chaque fois qu'on déménage, par exemple, on appelle les gens autour de nous pour nous aider. Il n'y a que les Roumains qui viennent nous aider. Les autres disent, loue des déménageurs, quoi. Donc c'est un véritable arrachement pour ces personnes de partir de leur pays. Mais ils le font au prix de nombreux sacrifices. Ils travaillent énormément. Souvent, les gens passent quelques heures par jour à apprendre la langue du pays dans lequel ils arrivent. Et puis le reste du temps, ils travaillent. Donc ils travaillent d'arrache-pied. Ce sont de grands travailleurs. Et tout ça, ils le font par esprit de sacrifice pour que leurs enfants aient une vie meilleure. Alain, vous avez en fait des parcours croisés en quelque sorte. Clotilde est passée de l'ouest à l'est. Vous, avec votre famille, vos parents, c'est le contraire. Un père hongrois, une mère... polonais, un père polonais et une mère lituanienne. Voilà. Et dans les années 40, ils sont venus... Et eux sont venus, oui, juste avant la guerre en Belgique. Pour mon père, c'était... Venant de Pologne, s'était chassé par l'antisémitisme. C'est parce qu'il n'avait pas moyen pour lui, en tant que juif, de s'inscrire à l'université de Varsovie. Donc il est venu à Liège. Et pour ma mère, c'était, je crois, la volonté de venir vers la langue française. Elle avait fait ses études au lycée français. Il y avait un lycée français à l'époque à Vilnius. Et elle avait donc fait, qui était à l'époque une ville russe, elle avait fait ses études en français. Et elle était amoureuse, elle est tombée amoureuse, elle, du français, comme Clotilde est tombée amoureuse du roumain. Si vous aviez une question à poser à Clotilde Armand, ce serait laquelle? Alors, ma question serait de savoir, au fond, dans quelle mesure est-ce que votre culture française apporte à votre travail politique en Roumanie? Qu'est-ce que la culture française dont vous avez été imbibé forcément dans votre jeunesse, dans votre enfance, vous apporte comme plus pour pouvoir fabriquer un nouveau parti comme vous le faites de manière assez fantastique? Enfin, une bonne question intelligente. D'abord, il y a quelque chose qui est indépendant de mon mérite, c'est le fait que les Roumains sont francophones et francophiles. Ouais. C'est-à-dire que, vous savez, on dit que Bucarest était le petit Paris. Pendant entre les deux guerres, l'élite roumaine était formée en France. Donc, moi, le fait que je vienne de France, évidemment, il projette sur moi l'image de quelqu'un qui est exactement ce qu'il faut, avec les bonnes valeurs, la bonne culture, la bonne éducation. Donc, les droits de l'homme. Voilà, les droits de l'homme. Je jouis de l'image de la France sur ma propre personne. Alors ça, c'est un point. Et le deuxième point, moi, je n'ai pas vécu les traumatismes, même si, bien sûr,
j'ai une forte empathie, bien entendu. J'étais au milieu avec ma famille en 89, au moment de la Révolution. Et souvent, les Roumains, même si au niveau individuel, ils cèdent et ils sont extrêmement généreux. Dès qu'il s'agit de construire quelque chose à un niveau collectif, ils ont très très peur parce que ça leur rappelle le communisme. Alors tout de suite, ils vont avoir ces restes du passé de profiter un peu de quelque chose qui était construit en collectif. Donc il faut reconstruire cette société civile, ne plus être méfiants les uns envers les autres. Vous savez, il y avait cette securitate qui faisait que chacun avait peur de l'autre. Bon, si on se connaît, c'est autre chose. Mais donc il y a des traumatismes profonds que je n'ai pas, et donc je peux leur montrer comment, naturellement, finalement, comment dépasser cette histoire et reconstruire une société basée sur la confiance, et ensemble, on va y arriver. Clotilde Armand, Alain Berenbaum, merci de vous être arrêté à Station Europe. On donnera votre livre Expo 58, l'espion, on perd la boule à Clotilde, et on signale que vous allez publier, vous allez accoucher d'un nouveau roman. Hein. Alain, ça s'appelle Le rêve de Harry, toujours chez Genèse Éditions, et ça parle de cinéma, je pense. Et ça parle de cinéma, oui, de la nostalgie du cinéma d'antan. Voilà, merci à Pascal Simard et à toute l'équipe qui a réalisé cette émission ici au Parlement européen. Station Europe rouvrira ses portes le mois prochain. Ne manquez pas le rendez-vous.